Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter notre outil Clara. Clara qui signifie Clinical Logic and Agentic Reasoning Assistant. C'est un outil qui va permettre du coup de détecter des cancers et permettre aux utilisateurs du monde entier d'avoir un retour de s'ils sont en danger ou pas pour pouvoir consulter au maximum un pratiquant expérimenté et des diplômés dans la radiologie. Donc, petite problématique, comment créer cet agent intelligent? Étape 1, on va créer un agent qui peut planifier une analyse, donc qui va pouvoir décomposer une requête simple en étapes, qui va pouvoir ensuite appeler des outils pertinents tels que qu'on va vous présenter après. Mémoriser et contextualiser les éléments de la discussion avec le patient pour être le plus pertinent possible, et afin aussi de garder un historique de médical du patient. Et on va vouloir aussi minimiser les coûts, donc en étant le plus efficace possible dans notre prompting. Comme a dit un célèbre pionnier de l'IA, l'avenir réside dans des systèmes capables de raisonner et de planifier et d'apprendre des modèles du monde. Alors autant en créer un. Ok, je vais un peu parler de l'architecture du système. Donc nous, en fait, notre architecture se décompose en deux parties. La partie back-end et une partie front-end. Pour la partie back-end, nous, on l'a fait en Python avec la bibliothèque FastAPI. Ça nous permet donc d'orchestrer des agents de telle sorte à ce qu'il y ait un planeur, un exécuteur et un summarizer. Au niveau du front, on a utilisé React avec Vite et ça nous permet du coup de visualiser en temps réel les graphes de raisonnement de nos agents, ce qui permet du coup aux praticiens ou aux autres de regarder par quel chemin de pensée sont passés nos agents. Un petit schéma pour décrire notre architecture. Donc on a d'abord l'utilisateur qui est souvent le médecin, le praticien, le spécialiste, qui va du coup mettre sa requête directement sur le front via HTTP, qui va du coup, une fois qu'il va envoyer sa requête, va l'envoyer au back via un stream JSON. Et dans le back, en fait, on va transformer ce que notre utilisateur a envoyé pour par le planifieur, pour que notre planifieur décompose sa tâche en plusieurs petites sous-tâches, ce qui permet du coup à l'exécuteur de exécuter les petites tâches dont le planifieur lui a spécifié. On a notamment des outils aussi, un classifieur qui est un CNN et la vision par ordinateur qui est un VLM. Une fois que tout ça a été fait, une fois que l'exécuteur a exécuté ce qu'il a besoin d'exécuter, tout est envoyé à un summarizer et lui va s'occuper de résumer toutes les tâches qui ont été accomplies et le verdict de ce que on lui a demandé. Maintenant, on va essayer d'argumenter sur nos choix d'implémentation et pourquoi on a envie de faire ça. D'abord, le planeur exécuteur, pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça? Pour avoir une meilleure précision. En fait, le planeur, lui, il a une vision plus globale, tandis que l'exécuteur va se concentrer sur une tâche et va se concentrer sur l'exécution de cette tâche. Comment est-ce qu'on a fait? En fait, on a vraiment le planeur qui va décomposer les actions en sous-tâches pour que, en fait, ce soit unitaire et que l'exécuteur exécute via function calling. Pour la mémoire, en fait, pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir de la mémoire? Parce qu'on a envie de partager des résultats entre les tâches. Comment est-ce qu'on a fait? En fait, on a un JSON dans lequel on stocke entre guillemets des variables et on stocke le résultat de chaque step que l'exécuteur a effectué. Ce qui nous permet de passer du contexte d'une step à une autre. Enfin, nos outils, les délégations. En fait, l'exécuteur délègue ses tâches à deux outils principaux, du coup notre outil de classification et notre agent de vision. L'outil de classification qui est un CNN, comme je l'ai dit précédemment, prend pour input une image qui est soit une mammographie, soit un scan, une radio, enfin bref, une image médicale, et qui ressort derrière un label, c'est-à-dire soit bénin, soit malin, avec un indice de confiance qui est le pourcentage de à quel point il est confiant sur sa sortie. Pour l'agent de vision,
Le VLM, il prend pour input une image et il peut aussi prendre des instructions en plus, des instructions textuelles. Pour sortie, lui, ce qu'il va faire, c'est sortir la description textuelle et analyser le visuel de l'image. Au niveau de la stack technique qu'on utilise, du coup, on avait dit que tout à l'heure, c'est pour le backend, on utilise Python 3.13 avec la bibliothèque Fast API. On utilise comme modèle un modèle de Google qui est Gemma 3 avec 27 milliards de paramètres et on utilise comme client OpenRouter. Pour le front, on utilise React 19 avec Tailwind CSS V4 pour le CSS. Et pour rendre nos graphes dynamiques lorsqu'on va essayer de visualiser la planification et l'exécution de nos agents, on utilise Mermaid et Richards. On a fait aussi du streaming de temps de réponse en temps réel, c'est-à-dire que en fait, nous, on a un flux continu lorsque nos agents nous répondent. On a créé une classe personnalisée qui est Agent Response et ça permet du coup à l'utilisateur de voir comment l'agent réfléchit et consulter chaque étape. Donc on a permis aussi, pour avoir un maximum de transparence, d'avoir le monitoring des métriques. Donc toutes les temps, toutes les latences, du coup toute la consommation sera exportée dans un télémétrique.csv. Et du coup, la latence, donc le temps d'exécution par étape, toutes les étapes seront dissociées et pourront être comptées. Donc planeur, exécuteur et vision. La consommation, donc on va compter précisément combien de tokens on a utilisé. Et pourquoi on fait ça? Pour tout simplement voir s'il y a un outil qui fonctionne plus ou moins bien, voir si ça prend plus ou moins longtemps, etc., etc. Voir ce qui pose problème lorsqu'on appelle notre outil. Donc aussi, niveau du coût et scalabilité, grâce à la mesure de nos métriques, on a pu découvrir un peu nos coûts. Déjà, il faut savoir que nous, on utilise des modèles gratuits et open source, ce qui est bien car c'est déjà largement suffisant. Et donc le coût réel est pour l'instant quasi nul pour le prototype. Et utiliser des modèles... Utiliser des modèles open source permet la confidentialité des données avec un hébergement sur site, par exemple pour les hôpitaux ou pour que les praticiens puissent l'utiliser en toute confiance. Niveau suivi des coûts, alors on a chaque appel est du coup logué encore avec du coup le modèle utilisé, les tokens et la latence pour voir si le modèle fonctionne bien, etc. Donc vous pouvez voir le schéma pour voir combien coûte chaque modèle par provider. Ok, pour conclure, notre projet, il apporte une architecture agentique fonctionnelle, qui est l'architecture planner-executor. Ça permet aussi d'avoir une transparence pour les praticiens. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, dans notre front, il y a le graphe de pensée. Donc en fait, le praticien arrive très facilement à voir les étapes de pensée, la ligne directrice de chaque agent et voir comment ils ont pensé. Puis ensuite, ça montre aussi que en fait, les modèles open source sont très viables, qu'on va montrer dans nos démonstrations. Et surtout, en fait, comme l'a dit très bien Aglaé précédemment, c'est que en fait, ça permet aussi toute une partie de confidentialité, de ne pas exposer des données confidentielles d'un hôpital à des API qui sont externes. Maintenant, il y a quelques limites aussi, quelques perspectives, notamment au niveau de la latence. On pourrait optimiser un peu le streaming et paralléliser la réponse. Au niveau de la robustesse, on pourrait ajouter un agent critique. En fait, il pourrait essayer de regarder un peu toutes les réponses qui se sont faites. Est-ce qu'elles paraissent cohérentes? Est-ce que ça paraît la chose à laquelle on s'attend? Et un dernier point, un point de mémoire, du coup on pourrait essayer d'intégrer un RAG pour l'historique médical, c'est-à-dire qu'en fait là pour l'instant on ne prend pas vraiment en compte tout ce qui est données personnelles du patient, on pourrait avoir son nom, sa taille, son poids, etc., ce qui n'est pas encore fait actuellement. Ok, on va passer à une petite démonstration. Donc maintenant pour notre démo, alors voilà du coup à quoi ressemble notre agent, notre front. Et nous pouvons voir que du coup il y a la reconnaissance vocale, on peut ajouter directement l'image, mais aussi on peut écrire tout simplement.
Donc si on lui donne une image, donc voici les images d'animaux, si on lui donne une image, une mammographie, et qu'on lui demande est-ce que tu peux identifier un cancer sur cette image, tac, ou qu'on lui envoie, on peut voir que l'agent réfléchit directement en direct. On peut voir également qu'on a un graphe de tout ce qui est appelé. On verra à la fin, il y a plusieurs autres choses, notamment les métriques, les tokens utilisés, etc. Donc là, il a trouvé un cancer avec un niveau de confiance de 53%, une masse maligne compatible avec un cancer. Nous pouvons voir que du coup, on a bien le planeur, l'exécuteur, un autre exécuteur et l'agent de rédaction à la fin. On voit que le vision agent a été appelé. On a du coup toutes les tasks qui ont été appelées et toutes les métriques qui ont été utilisées. Donc là, on peut regarder le temps que ça a pris, le nombre de tokens par étape et toutes les agents qui ont été appelés. Si on lui redonne un petit peu une autre image, l'image 2, on peut revoir que du coup les métriques sont bien en direct. Donc là, le nombre d'agents appelés est en direct. Ça augmente bien partout. On remarque du coup ici aussi les exécuteurs et les agents sont appelés. Et hop, le graphe est bien update en temps réel. Donc là, on peut remarquer d'ailleurs que l'outil de vision, on garde le 53,4% de la première image, mais on a vu qu'il a fait une nouvelle analyse sur une autre image. Celle-ci présente une masse bénigne avec une confiance de 57,77%. Voilà. Nous remarquons également que l'agent essaye toujours de rediriger vers un médecin et vers un radiologue qualifié pour analyser tous ces résultats. Notre agent est en aucun cas là pour remplacer les professionnels de santé. Si on actualise et qu'on lui renvoie, on voit également que ça fonctionne sans l'historique. Peux-tu identifier un cancer sur cette image ? Hop. À préciser qu'on n'a pas besoin de préciser forcément le mot cancer, ça marche même sans. Hop. Ça réfléchit bien. On a bien toutes les métriques qui sont actualisées en temps réel. Et celle-ci présente une masse bénigne de 57,77%. Une métrique différente de l'autre, mais ça pourrait s'expliquer avec le fait qu'avant, il y avait aussi un cancer sur l'autre image. Merci à tous pour votre temps d'attention et en espérant que le projet vous ait plu.